Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle nous allons parler d'une mort que j'ai trouvée extrêmement tragique, une mort qui m'a beaucoup touché étant donné que nous allons parler d'une étudiante et franchement j'ai trouvé cette histoire atroce. Il me semble qu'elle a déjà été faite sur le YouTube True Crime français mais j'avais envie de vous la raconter avec ma version, avec ma manière de faire, donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous intéresser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous laisser vous asseoir confortablement, de préférence dans le noir. Prenez-vous un petit truc à manger et à boire si vous avez envie. Je vais vous laisser vous abonner à cette chaîne pour les nouveaux et les nouvelles qui découvrent nos vidéos. Et pour les autres, n'hésitez pas à liker si vous voulez nous aider à faire de meilleures vidéos, à faire de meilleurs contenus et commenter en m'expliquant votre pensée à la fin de cette histoire. Je vous retrouve après le générique et rentrons dans l'histoire de Lorraine Teresa Giddings. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Lorraine Teresa Giddings qui était une étudiante en droit qui s'est retrouvée morte. Elle est née le 18 avril 1984 pour vous planter un petit peu le décor. Ses parents s'appelaient Bill et Karen. Au niveau de sa famille, elle avait également deux sœurs, des petites sœurs, Caitlin et Sarah. Lorraine a grandi à Laurel, qui était un petit village, une petite ville en fait, entre Washington et Baltimore. Et la sœur de Lorraine, Caitlin, disait à son sujet, je préfère vous dire ces mots qui seront plus parlants que les miens, elle ne s'était pas trouvée avant l'université. Là-bas, elle était très fun et aimait beaucoup s'amuser, et elle n'était pas comme ça lors du lycée. Donc il semble bien que sa confiance en elle soit venue avec l'âge en fait, et que son entrée à l'université lui a vraiment permis de devenir une personne autre, une personne qu'elle voulait certainement être depuis le début. Elle se dirigeait vraiment vers le chemin d'une femme confiante, une femme très droite avec les pieds sur terre, et une femme qui malheureusement n'aura pas l'avenir qu'elle souhaitait. Elle adorait les animaux, et d'ailleurs pour le détail, elle avait un chien d'une race pékinois. À l'âge de 27 ans, Lorraine venait d'être diplômée de l'université Mercer en Géorgie après 7 ans d'études. Il faut savoir que ces dernières années d'études avaient été extrêmement longues, extrêmement stressantes, extrêmement épuisantes, vraiment tout ce qu'on entend un petit peu par rapport aux cours de droit, mais Lorraine savait au fond d'elle qu'elle voulait être avocate. Elle voulait d'ailleurs être avocate criminelle et donc elle était vraiment motivée et déterminée à terminer son cursus afin d'obtenir son diplôme et de pouvoir exercer cette profession. Et il n'y avait plus qu'un seul obstacle sur sa route. Il s'agissait de l'examen du barreau en Géorgie. Comme énormément d'étudiants, Lorraine a décidé de rester un petit peu dans l'aile de l'université en fait après l'obtention de son diplôme au lieu de déménager directement à Baltimore. Et je vous dis ça parce que elle avait un petit appartement sur le campus, un appartement qui était juste en face de son université et qui lui permettait en fait d'avoir vraiment ce lieu assez sain où elle pouvait réviser, travailler, se concentrer par rapport à ses études et elle pouvait vraiment se concentrer pour ses études dans cet appartement. Et de l'autre côté, tu avais quand même beaucoup d'étudiants qui, dès l'obtention du diplôme, déménageaient dans la plus grande ville pour avoir un appartement un petit peu plus grand, un petit peu moins universitaire, mais qui pouvaient se retrouver aussi un petit peu tentés par les choses extérieures de la vie. Et là, Lorraine, elle voulait vraiment rester concentrée pour son examen du barreau. D'ailleurs, elle avait vraiment prévu d'avoir aucune distraction au moment de ses révisions. C'est la raison pour laquelle elle avait même prévenu toute sa famille qu'elle ne donnerait aucune nouvelle prochainement vu qu'elle sera occupée à réviser son examen. Et d'ailleurs, du coup, sa famille n'était pas trop alarmée sur le fait de ne pas avoir de nouvelles et il s'est passé quelques jours sans que Lorraine ne donne de nouvelles, n'envoie un message ou appelle.
Sa sœur Kathleen s'est souvenue que la dernière fois qu'elle avait parlé à Lorraine, c'était par SMS, le 24 juin, mais elle s'était dit que c'est bizarre parce que quand même là ça fait quelques jours que Lorraine n'a pas répondu, je veux bien qu'elle soit occupée et qu'elle révise etc, mais elle regarde forcément son téléphone, donc peut-être qu'elle aurait dû me répondre. C'était assez étrange, mais elle se rappelait que sa sœur lui avait dit je ne serai pas joignable, donc peut-être que rien de grave ne se passait. Finalement, le 30 juin 2011, soit 6 jours plus tard, une amie de Lorraine qui s'appelait Ashley avait essayé d'envoyer un message à son amie pour prendre un petit peu des nouvelles, voir comment ça se passait, etc. Elle a essayé d'envoyer des messages pendant plusieurs jours, mais elle n'a eu aucune réponse, donc elle s'est dit bon ok, peut-être qu'elle est vraiment occupée à réviser, mais au cas où je vais passer à son appartement pour voir si quelque chose d'étrange est là-bas. Et c'est donc ce qu'elle a fait et le drame est arrivé. Elle arrive devant chez Lorraine, elle frappe à sa porte et il n'y a aucune réponse. Donc elle décide de rappeler le téléphone de Lorraine, mais une fois de plus, il n'y avait aucune réponse. Ashley était assez inquiète parce qu'elle savait que Lorraine voulait rester chez elle par rapport aux révisions, etc. Mais là, c'était bizarre parce qu'il y avait vraiment personne dans l'appartement. Elle répondait pas à son téléphone non plus. Alors, où était-elle? Parce que, ok, je veux bien, tu restes enfermé chez toi pour réviser. Tu préviens que tu seras pas joignable parce que les révisions vont te prendre tout ton temps, etc. Mais là, c'est assez étrange parce que si elle est censée être chez elle en train de réviser et que personne ne répond à la porte, c'est qu'elle n'est pas chez elle. Ashley a donc décidé d'appeler la sœur de Lorraine, Kathleen, pour lui demander si elle était chez ses parents, si elle avait des nouvelles de Lorraine ou quoi que ce soit, mais Lorraine ne s'est jamais présentée chez ses parents non plus. Kathleen était très inquiète tout autant qu'Ashley, et toute cette histoire était en train de devenir très inquiétante. Ashley était une amie assez proche de Lorraine au point où elle avait la clé de son appartement, donc elle a décidé d'entrer à l'intérieur avec quelques amis à elle pour voir ce qui s'y passait, s'il y avait une preuve ou quelque chose qui pouvait donner une réponse à toutes ces questions. À ce moment-là, personne n'avait entendu parler de Lorraine pendant plus de 4 jours, mais lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur de l'appartement, ils se sont dit c'est bizarre parce que tout a l'air absolument normal. En effet, il n'y avait rien qui avait bougé, ni sa carte d'identité, ni son sac à main, il y avait toujours son ordinateur portable, il y avait des livres de droit que Lorraine étudiait, il y avait tout et même sa voiture était encore garée à l'extérieur de l'immeuble. Donc la seule chose qui semblait manquer dans toute cette pièce et toute cette situation, c'était Lorraine. Ce mystère restait très inquiétant parce que elle n'est pas là, elle est censée être là, on n'a pas de nouvelles. Donc Ashley et ses amis ont décidé d'appeler la police pour déposer en fait un rapport pour les personnes disparues, donc pour signaler la disparition de leur amie. La police est arrivée peu de temps après pour vérifier elle-même ce qui se passait ici et ils ont confirmé tout ce que les amis de Lorraine avaient découvert. Aucun signe d'entrée forcée, aucun signe de vol, aucun signe d'effraction, aucun signe de rien du tout, il ne manquait rien dans cet appartement à part la présence de Lorraine. Mais plus le temps passait et plus tout le monde soupçonnait que quelque chose de vraiment mal s'était produit ici parce que c'était vraiment bizarre cette situation. On savait tous que Lorraine était très sérieuse par rapport à son examen, on savait tous que son seul but était de s'enfermer chez elle et de travailler d'arrache-pied, pourtant elle n'était pas là. Donc la police s'est dit on va aller un petit peu plus loin, on va faire venir une équipe du laboratoire de recherche criminelle pour utiliser la fameuse lumière lumineuse. Vous savez, c'était pour un petit peu mettre cette lumière violette à l'intérieur de l'appartement pour retrouver des traces de sang, des traces ou quelque chose dans le genre. Ils commencent à faire leurs recherches, il ne se passe absolument rien, aucune trace n'est détectée jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la salle de bain. En effet, dans la salle de bain de Lorraine, le luminol s'est mis à s'allumer de manière flamboyante et on voyait absolument des traces de partout. Le luminol a illuminé toute la salle de bain, il y avait du sang sur la baignoire, il y avait du sang sur le sol et il y avait du sang sur les murs. La police savait donc qu'on était passé de la recherche d'une étudiante en droit qui avait disparu à la recherche d'un cadavre. Pendant cette fouille, pendant cette visite, les détectives ont remarqué une odeur assez horrible qu'ils connaissaient. Ils ont dit qu'ils ont senti une odeur qu'ils connaissaient extrêmement bien et que dans la vie, on sent un tas de choses. Il y a des choses qui sentent bon, il y a des choses qui sentent extrêmement mauvais. Et pour l'odeur d'un corps en décomposition, apparemment, c'est une odeur qu'on n'oublie absolument jamais. C'est une odeur qui est très, j'ai envie de dire, originale, qu'on ne sent pas plusieurs fois dans sa vie, sauf quand on rencontre plusieurs
plusieurs corps en décomposition. Donc les détectives ont décidé de suivre cette odeur qu'ils ont qualifiée, je cite, de l'odeur de la mort, et ils ont été conduits jusqu'à une poubelle qui se trouvait à l'extérieur de l'appartement. Et là, les découvertes sont horribles. À l'intérieur de cette poubelle, les détectives ont trouvé le torse d'une femme blanche. C'était un corps qui était enveloppé dans des sacs plastiques et il semblait qu'il avait été coupé en morceaux à la tête. Il y avait les jambes et les bras qui manquaient. La police n'a pas pu identifier les restes tout de suite comme appartenant à Lorraine Giddings, mais avec un test ADN, on a eu une confirmation un petit peu plus tard que le corps était bel et bien malheureusement le sien. La police a donc recherché dans le quartier, ils ont fait un petit peu les pâtés de maison autour pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui savait quelque chose, quelqu'un qui avait vu quelque chose, et ils cherchaient surtout des indices qui les aideraient à résoudre cette enquête, à trouver des preuves et à comprendre cet homicide. La semaine suivante, ils vont aller fouiller à l'intérieur et à l'extérieur de certains appartements, le long d'une rivière qui était non loin, à la décharge non loin de l'université également, et même dans les égouts près des lieux où habitait Lorraine. Et ils vont essayer de localiser les parties du corps qui manquaient. Ils ne vont absolument rien trouver, mais pour le détail, il y avait 16 appartements dans le pâté de maison où Lorraine résidait. Et dès que les médias ont entendu parler de cette histoire, tout le monde a envahi les quartiers autour pour poser des questions, essayer de faire des reportages, essayer de voir la scène du crime, mais aussi en essayant de recueillir un maximum d'informations. Et en fait, en faisant ça, ils ont eu l'interview d'une personne assez étrange, un ami, voisin et camarade de classe de Lorraine. C'était un autre étudiant en droit qui se trouvait dans la même classe que Lorraine, et en fait il a dit qu'il était un petit peu excentrique et il semblait quand même assez préoccupé par ce qui se passait par rapport à Lorraine. Et cet homme a été identifié comme Stephen McDaniel. Stephen n'a vraiment pas perdu une seule seconde avant de donner une interview aux médias, mais à ce stade, il croyait que la police cherchait Lorraine vivante. Et ce qui a attiré les téléspectateurs, en fait, ce qui a attiré leur attention, parce qu'il faut savoir déjà que ce média était en direct, c'est qu'il parlait d'elle au passé, comme si elle était morte, alors qu'à ce moment-là, on cherchait, aux yeux de tous, quelqu'un qui était toujours vivant. Autre chose assez étrange et assez spéciale, c'est qu'il a dit qu'il ne connaissait pas très bien Lorraine, mais au fil des discussions, on apprend qu'il semblait en savoir beaucoup plus que ce qu'il disait. Par exemple, il a dit aux téléspectateurs et aux présentateurs quel genre de personne elle était, il a pu donner son emploi du temps en détail par rapport à ses cours, mais aussi à son travail à côté, dans quelle école elle était inscrite, son petit ami qui vivait à Atlanta, comment il l'avait rencontré, comment lui avait rencontré sa famille, comment est-ce qu'elle promenait son chien, où, à quelle heure, etc. Et c'était une interview qui était devenue de plus en plus étrange au point où Stephen a fait un commentaire très étrange au présentateur parce que ceux-ci se sont demandé si Lorraine avait des ennemis. Il a dit « Non, nous ne savons pas où elle est. Quelqu'un a dû l'attraper pendant qu'elle courait. » Donc en plus de ça, il savait que Lorraine faisait un jogging. Il avait quand même énormément d'informations pour quelqu'un qui prétendait ne pas la connaître tant que ça, mais en même temps être un ami à elle. Ouais, Stephen est assez étrange. Il prétendait ne pas savoir grand-chose, pourtant 20 minutes plus tard, il parlait toujours de sa famille, sa routine, un petit peu ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait l'habitude de faire, ce qu'elle aimait, qui elle était. Il savait absolument tout sur sa vie quotidienne. Et finalement, le journaliste a dit que le corps de Lorraine venait d'être retrouvé. Et les téléspectateurs, qui étaient en train de regarder la télé avec cette chaîne en direct, ont vu le visage de Stephen totalement changé. Il s'est décomposé et il est devenu littéralement sans voix. Lorsqu'il a appris que le torse de Lorraine a été retrouvé, il a bu énormément d'eau et il était en train de transpirer un petit peu plus que d'habitude, ça se voyait sur les images, et il est allé s'asseoir tout seul sur un trottoir. Ça a évidemment attiré l'attention de la police, des journalistes, et donc le même jour, la police a fait une petite visite rapide à son appartement, et c'est au cours de cette visite qu'ils ont trouvé un certain nombre d'indices et d'indices tout simplement qui le mettaient en porte-à-faux.
En fouillant un petit peu et en entrant dans la buanderie, la police a trouvé une scie à métaux ainsi qu'une feuille recouverte de sang qui a plus tard été confirmée comme étant le sang de Lorraine. Ils ont également trouvé une paire de culottes qui lui appartenait, mais ça ne s'arrêtait pas là, parce que la police a trouvé plusieurs posts de blogs sur internet qui parlaient de la torture et de la violence envers les femmes. Et évidemment, quand je vous parle de ça, il s'agit de l'historique de Stephen. Il y avait d'ailleurs sur un disque dur beaucoup de photos à caractère pornographique qui concernaient des enfants, donc des photos pédopornographiques. Mais ce n'est pas tout, parce que le plus flippant arrive maintenant. Il avait également une clé USB avec énormément de photos privées de Lorraine et il avait aussi beaucoup de visites fréquentes sur ses réseaux sociaux. Son historique de recherche montrait qu'il regardait de la pornographie très violente et qu'à côté de ça, il regardait aussi des photos de Lorraine sur les réseaux sociaux, les deux en même temps. La police a d'ailleurs réussi à récupérer une vidéo qui a été supprimée de l'appartement de Lorraine que Stephen avait secrètement filmé en jetant un petit peu un coup d'œil à l'extérieur. Donc pour vous expliquer, en fait, il regardait tout simplement à l'extérieur ou à l'intérieur, je sais pas comment vous dites, de l'appartement de Lorraine et il filmait de temps en temps des scènes. Selon les informations qui ont été récoltées, plus de 200 éléments de preuve ont été trouvés qui impliquaient que Stephen était le meurtrier de Lorraine Giddings. Il a été arrêté pour meurtre et même s'il a nié toute son implication dans ce meurtre au début, les preuves contre lui ont été accumulées et finalement il a avoué son crime en 2012, mais je vais vous expliquer dans l'ordre. Il a révélé qu'il avait demandé à Lorraine de sortir plusieurs fois avec lui au sens propre comme au sens figuré et celle-ci avait refusé, déjà parce qu'elle était dans une relation avec un homme qui vivait à Atlanta, mais surtout parce qu'elle n'était absolument pas intéressée par Stephen McDaniel. Évidemment, vous l'avez compris, le rejet, il ne l'a pas accepté et il a commencé à préparer ce meurtre absolument horrible. Comme je vous l'ai dit, il a rapidement été arrêté et la police ont trouvé énormément de vidéos où il observait directement Lorraine à l'intérieur de son appartement. Il était donc assez clair qu'il traquait Lorraine depuis un très long moment. Il avait beaucoup d'images de Lorraine qui étaient prises sur une toute petite période à son insu, des séquences vidéo à l'intérieur de chez elle, des traces qu'on avait pu retrouver sur ses pages Facebook et LinkedIn. Et en fait, on a appris que Lorraine avait été très amicale avec lui, mais que malheureusement, lui était tombé sous son charme, mais pas elle. Et à un moment donné, il a eu le courage de l'inviter à sortir pour voir si c'était possible. Et elle avait refusé, mais elle ne lui a jamais manqué de respect. Elle a toujours été ultra respectueuse avec lui. Lorraine soupçonnait que quelque chose se passait chez elle parce que je vais vous expliquer, mais tout ça pour dire qu'elle n'avait pas du tout la moindre idée que Stephen pourrait être impliqué. Mais vous savez, elle savait qu'elle était observée, elle se sentait observée et d'ailleurs 1 an avant sa mort, elle parlait de ça avec sa sœur. Elle lui disait qu'elle était sûre que des choses bougeaient chez elle et elle pensait que quelqu'un venait chez elle pendant qu'elle n'était pas là. Quelques jours avant sa mort, elle avait reçu un appel d'un ami qui passait devant son appartement et il lui avait dit que quelqu'un était en train de l'espionner à travers l'extérieur de l'appartement. Donc elle était vraiment au courant de ce qui se passait, mais je pense qu'elle ne se doutait pas que ça pourrait être à ce point. Elle avait également déjà entendu dire que quelqu'un avec un grand, vous savez, une perche à selfie, là, un grand bâton avec un appareil au bout pouvait la filmer, l'espionner. En fait, il y avait vraiment des stratagèmes qui étaient mis en place pour qu'il observe absolument tous les faits et gestes de Lorraine chez elle, certainement aussi quand elle sortait de la salle de bain nue, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement étrange. Et Lorraine a eu de plus en plus peur et d'ailleurs son dernier mail en parlait. Et le dernier mail qu'elle a envoyé était à son petit ami de Atlanta, Vincent. Elle lui a dit qu'elle pensait que quelqu'un essayait d'entrer par effraction chez elle et qu'elle avait extrêmement peur et qu'elle ne voulait plus rester dans cet appartement. Et finalement, son intuition a été correcte depuis le début. Stephen McDaniel a été arrêté et emmené pour interrogatoire et lorsqu'il est arrivé au poste de police, il a toujours nié. Pendant plus de 2 heures, il est resté dans un état extrêmement étrange. Il a nié toute implication avec le meurtre et il arrivait à peine à parler avec les détectives. Certains pensent qu'il s'agissait d'un acte qui était totalement prévu, d'autres pensent qu'il souffrait d'une rupture mentale. La seule raison pour laquelle on a retrouvé le corps de Lorraine ce jour-là, c'est que celui-ci n'avait pas été emporté avec les ordures parce qu'en fait,
les éboueurs devaient passer ce matin-là, mais ils étaient en retard. Et j'ai envie de dire tant mieux. Et encore une fois, je vous le dis souvent, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui arrivent beaucoup avec les meurtres, comme si les circonstances se faisaient tout le temps en sorte pour qu'on retrouve les corps. Stephen, lorsqu'il donnait l'interview, il pensait vraiment que le corps de Lorraine était déjà parti, qu'il était déjà aux ordures, mais en fait, ces parties de corps ont été retrouvées à la poubelle parce que les éboueurs étaient en retard. Le 2 août 2011, un mois après avoir retrouvé les restes de Lorraine Giddings, il a été accusé de meurtre au premier degré. Il a maintenu son innocence pendant quelques mois et il a finalement changé son plaidoyer de non coupable à coupable en se rendant compte que toutes les preuves qu'il y avait contre lui étaient impossibles à défaire. Lors de son jugement, il a essayé de se défendre en disant que ses droits avaient été violés lors de son arrestation. En fait, il a utilisé toutes les connaissances qu'il avait par la fac de droit et il a essayé d'accuser la police d'utiliser des techniques d'interrogatoire inappropriées, d'intimidation, en disant qu'il lui avait refusé des soins médicaux, qu'il l'avait insulté, qu'il lui avait crié dessus. Il a vraiment fait en sorte de se défendre comme il pouvait avec les moyens qu'il connaissait. Finalement, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, Stephen a accepté de dire au tribunal ce qu'il s'était passé à condition que les accusations de pornographie juvénile, vous savez les images qu'on a retrouvées, et de cambriolage contre lui soient abandonnées. Et dans sa confession, il a écrit et dit que cette nuit-là, il avait attendu que Lorraine s'endorme avant d'entrer chez elle vers 4h30 du matin en utilisant la clé qu'il possédait. Il est entré dans la chambre à coucher de Lorraine et il s'est tenu debout à la regarder dormir pendant un certain temps. Il s'est approché de son lit et il a marché sur le plancher, ce qui a réveillé Lorraine. Il a dit, et je cite, « Lorraine m'a vu et m'a dit très calmement « Va te faire foutre ». Nous sommes tombés du lit par terre et une lutte pour s'éloigner a commencé. Elle a déplacé mes jambes et le bas de mon corps sous le lit, ce qui l'empêchait de partir ou de me mettre des coups de pied. Elle a essayé de se défendre pour sa vie, mais rien à y faire. Et lui, malgré toutes les tentatives qu'il a fait pour se défendre, les preuves contre lui et les aveux ont vraiment suffi au jury pour rendre leur verdict. Le 21 avril 2012, Stephen McDaniel a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Il a essayé de faire appel en 2018, mais son appel a été rejeté par la Cour supérieure du comté de Richmond. Il faut savoir qu'au cours de son attaque, Stephen portait un masque et elle avait réussi à lui enlever, et dès qu'elle a vu que c'était lui en dessous, elle a vu qui c'était, elle l'a reconnu et elle a dit « Stephen, s'il te plaît, arrête ». On a appris qu'il a fallu en tout 15 minutes à Lorraine pour mourir, suite à quoi il a traîné son corps dans la salle de bain, il a quitté son appartement et il est retourné dans le sien, juste à côté. Il a passé toute la journée sur internet avant de retourner là-bas le soir avec une scie à métaux et c'est là qu'il a décapité et démembré le corps de Lorraine. Il a confié à son avocat qu'il s'était assis et qu'il avait coupé tous ses doigts avant de les jeter dans les toilettes. Il a mis des pièces de son corps dans des sacs à ordures noires avant de les disperser dans différentes poubelles, mais comme je vous l'ai expliqué, les éboueurs n'étaient pas passés à ce moment-là et par conséquent, une partie de ces restes a pu être retrouvée par l'odeur nauséabonde qui dégageait de la poubelle. On a cherché un motif pour cette attaque. Pourquoi est-ce qu'il aurait voulu s'en prendre à elle alors que jusque-là, il était quand même tombé sur son charme et qu'il n'avait pas eu envie d'aller jusqu'à la tuer. Et finalement, on a appris que Lorraine devait quitter son appartement le jour d'après. Parce qu'en effet, je vous ai dit qu'elle voulait rester là-bas pour étudier et tout ça, mais ce qu'on ne savait pas au moment où je vous ai dit ça, c'est qu'elle avait écrit ce fameux mail à son petit ami disant qu'elle se sentait observée chez elle, qu'elle pensait que quelqu'un essayait d'entrer en effraction et surtout qu'elle ne se sentait pas vraiment en sécurité. Donc elle avait tout mis en place pour quitter son logement dès le lendemain et je pense qu'en l'observant, Stephen s'en est rendu compte et par conséquent, il s'est dit « si je ne l'aurai pas, personne ne l'aura ». Parce qu'en effet, en partant, Stephen ne la verrait plus, il n'aurait plus, vous savez, son obsession pour regarder ce qui se passe, etc. Donc je pense qu'en ne faisant plus partie de sa vie, c'est quelque chose qu'il n'a plus supporté. Stephen a été condamné à la prison à perpétuité et il ne sera admis à la libération conditionnelle seulement qu'à partir de 2041. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo, l'histoire de Lorraine Giddings. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui m'a vraiment fait froid dans le dos, qui m'a vraiment
touché. Et on était sur quelqu'un, encore une fois, qui avait de tellement beaux projets d'avenir, qui avait fait ses 7 ans d'études, qui venait de passer par des moments très compliqués au niveau scolaire, qui allait juste avoir son examen avant de commencer la vie dont elle rêvait. Mais il fallait que quelqu'un soit là, l'observe, n'accepte pas un non comme une réponse et par conséquent la tue. J'espère que cette vidéo a pu vous intéresser tout autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire à chaque fois, même si j'arrive pas à répondre à tout le monde. Je vous lis, comme vous le savez certainement. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez nous soutenir, de la partager sur vos réseaux sociaux, ça fait aussi extrêmement plaisir. Abonnez-vous pour les nouveaux et les nouvelles. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et jusque-lors, prenez grand soin de vous.